Bonjour à tous et bienvenue. Il me fait plaisir de vous accueillir et de vous présenter notre prochaine conférencière, Samar Muslemani. Samar est étudiante à la maîtrise en ergothérapie à l'Université de Sherbrooke. Elle est assistante de recherche auprès du groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires, le GRIM, depuis 1 an et débutera à l'automne 2018 une maîtrise de recherche en sciences de la santé sous la supervision de Cynthia Gagnon et Benjamin Gallet. Bonne présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici et je vous remercie d'être là avec moi. Vous avez peut-être vu, mon nom est Samar Muslemani, étudiante en ergothérapie ou en fait ergothérapeute nouvellement graduée parce que j'ai terminé hier ma formation. Merci! Merci! Vous m'avez peut-être vu dans l'une des présentations de ce matin, donc peut-être mon nom passé dans ergothérapie, maladies neuromusculaires et sexualité. Donc ça, c'était mon projet de maîtrise professionnelle en tant qu'ergo. Puis c'était ma première expérience en recherche. Ça a grandement suscité mon intérêt pour ce domaine et c'est pourquoi j'ai pu travailler avec d'autres membres de l'équipe du GRIM dans un projet de recherche sur l'autonomie, donc un concept qui vient me chercher dans ma formation d'ergo. Donc, l'étude de « Une vie autonome pour les adultes atteints du phénotype infantile de la dystrophie myotonique de type 1 ». Est-ce que c'est vraiment réaliste? Donc, c'est la question à laquelle on va trouver une réponse aujourd'hui. La présentation va se dérouler selon un plan standard. Je vais commencer par vous introduire à la dystrophie myotonique de type 1 ou la DM1. En fait, c'est une maladie neuromusculaire qui est héréditaire. C'est la plus fréquente chez l'adulte et dont la prévalence la plus élevée se retrouve au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une maladie qui est multisystémique, donc elle atteint non seulement le système musculaire, mais également plusieurs autres systèmes, comme le système cardiaque, pulmonaire, oculaire, gastro-intestinal et le système nerveux central. Il existe 5 phénotypes dans cette maladie-là, qui se différencient selon l'âge du début des symptômes et la sévérité de ceux-ci. Puis, c'est important de mentionner qu'il y a un phénomène d'anticipation génétique que je vais vous expliquer avec un tableau. En fait, c'est un tableau résumé des 5 phénotypes. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Ce qu'il faut savoir, c'est que la DM1 est causée par une répétition anormale trop élevée d'une séquence génétique. Donc, on parle de la séquence CTG. Chez une personne saine qui n'a pas la DM1, on parle d'environ 5 à 37 répétitions. Vous pouvez voir, selon le tableau, il y a environ de 50 et ça peut aller jusqu'à au-dessus de 1000 répétitions pour une personne qui a la DM1. Je reviens avec le phénomène d'anticipation génétique. En fait, c'est qu'avec la descendance, le nombre de répétitions va augmenter. Donc, l'âge de début des symptômes va être plus tôt, puis les symptômes vont être plus sévères. Si on regarde ensemble le phénotype infantile, donc qui est la population étudiée aujourd'hui, les symptômes, l'âge d'apparition des symptômes est entre 1 mois et 10 ans, donc chez le jeune enfant. On parle de signes cliniques, d'une part physiques, donc la faiblesse musculaire, la myotonie, mais en fait, ce qu'on observe cliniquement, c'est que les atteintes physiques ne sont pas ce qui est majeur dans le fonctionnement le plus limitant. On parle bien c'est plutôt ce qui est au niveau des atteintes du système nerveux central. On parle de faible quotient intellectuel, déficit d'apprentissage, de mémoire de travail, d'attention et de vitesse de traitement notamment. Mais je n'en parlerai pas trop en détail parce qu'il y a une conférence qui suit la mienne, donnée par mon co-directeur de recherche, Benjamin Gallet, sur justement les symptômes associés au système nerveux central de la DM1. Donc, ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui, c'est que ça fait partie de la DM1, du phénotype de la DM1, ça a une influence sur l'autonomie. Donc, la problématique. Pourquoi je vous parle ce matin de cette population-là et de leur autonomie? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des études effectuées sur la DM1 traitent du phénotype adulte. Donc, il y a peu de littérature chez le phénotype infantile, puis les rares études qu'il y a traitent de l'enfant et de l'adolescent. Mais ces jeunes-là grandissent, puis on ne connaît pas leurs caractéristiques, on ne connaît pas leur profil, puis leurs atteintes. Donc, c'est difficile pour non seulement la personne, mais également le clinicien qui ne sait pas trop comment diriger le suivi à long terme, diriger les services, puis pour les parents qui ne savent pas si le niveau d'autonomie de leur enfant plus tard. Est-ce que mon enfant va rester à la maison? Est-ce que mon enfant va pouvoir vivre seul à la maison, dans son propre chez lui? Donc, ce manque d'informations-là, ce besoin clinique qui a été soulevé a mené à un début de programme de recherche au sein du GRIM, qui est, je ne l'ai pas mentionné, mais le groupe de recherche interdisciplinaire sur les maladies neuromusculaires à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, le GRIM a débuté un programme de recherche, puis ça a été fait d'abord par une revue de dossiers. Donc, on est allé voir dans les dossiers des informations sur l'autonomie. Ce qui a été soulevé, c'est qu'il y a des restrictions au niveau de l'autonomie socio-résidentielle, professionnelle et socio-affective.
Plus concrètement, on parle de difficultés au niveau scolaire, de faible participation au milieu du marché du travail, participation sociale limitée, puis un besoin de soutien pour la réalisation des activités. Donc, en fait, vous l'aurez compris, l'objectif de l'étude, c'était vraiment d'aller établir un portrait exploratoire de l'autonomie dans la vie quotidienne et domestique et des fonctions socio-cognitives des personnes atteintes du phénotype infantile de la DME. Donc, la première étape, c'est aller chercher l'information qui manque pour savoir un peu, après ça, où qu'on se dirige. Avant de poursuivre, je vais essayer de clarifier les concepts que je vais utiliser aujourd'hui parce qu'on n'est pas tous ergo ici. Quand on parle d'autonomie, on parle d'une personne qui est capable de s'occuper d'elle-même seule. Généralement, ça se fait par la réalisation d'activités de la vie quotidienne puis d'activités de la vie domiciliaire. Donc, par activité de la vie quotidienne, je parle d'activités à tous les jours, comme se manger, s'habiller, se laver, entretenir sa personne. Puis, activité de la vie domestique ou domiciliaire, on parle de faire un budget, préparer des repas, faire l'entretien ménager de la maison. Okay. Donc, étant donné qu'il existe beaucoup d'activités de la vie quotidienne, on ne peut pas tous les évaluer. Donc, on en a ciblé 5 principales qui sont la gestion financière, la gestion résidentielle et transport, la santé et la sécurité, l'entretien ménager et l'entreposage et la préparation des aliments. Donc, je vais parler un peu plus de la méthodologie. Donc, c'est une étude exploratoire descriptive. On avait 10 participants avec un proche en fait, 9 proches. L'idée, c'est d'avoir un proche pour chaque participant. On a procédé à un recrutement aléatoire stratifié. Donc, c'est les infirmières au sein de la clinique des maladies neuromusculaires qui ont recruté les patients. Puis, on voulait distribuer le plus possible l'âge au travers de notre échantillon, puis le sexe. Nos critères d'inclusion étaient bien entendu d'avoir un diagnostic de DME infantile avec confirmation génétique, d'être âgé de 18 ans et plus, et que la personne puisse offrir un consentement éclairé. Je vais vous parler de nos 10 participants. Donc, sur les 10, on avait 6 femmes et 4 hommes. Ils étaient âgés entre 22 et 56 ans. Sur les 10, on avait une personne qui avait terminé son secondaire 5, 4 personnes qui avaient terminé leur secondaire 4 et les autres avaient arrêté l'école avant. Pour ce qui est du milieu de vie, je vous ai fait un tableau. Il y a un tableau qui vous illustre un peu la distribution selon l'âge. On avait 4 participants qui demeuraient chez leurs parents, 4 participants qui demeuraient avec leur conjoint ou leur conjointe, une personne en colocation et une personne sur 10 qui demeurait seule. Pour ce qui est de la collecte de données, donc on est allé faire on avait 2 rencontres, donc une demi-journée pour aller chercher des données psychosociales, donc c'est là qu'on parle de l'autonomie, puis une demi-journée soit à domicile, soit à la clinique des maladies neuromusculaires pour aller chercher des données neuropsychologiques. Donc, on parle un peu plus des tests cognitifs. Il y avait également les proches qui recevaient certains questionnaires, parfois les mêmes, parfois une version adaptée pour le proche. Puis, on est allé également compléter l'information des questionnaires standardisés par une revue de dossiers. Donc, non seulement les dossiers de la clinique des maladies neuromusculaires, mais également les dossiers du CLSC quand c'était présent. Puis, on a triangulé l'ensemble de ces informations avec des analyses descriptives. Donc, ça, c'est les 5 questionnaires qu'on a administrés aux participants, donc à la personne atteinte. Là, on va se concentrer sur les 2 qui traitent de l'autonomie. Donc, l'Independent Living Scale, le ILS, puis l'Independent Living Skills Survey, l'ILSS. C'est 2 noms qui se ressemblent. Je vais essayer de ne pas trop me tromper entre ILS ou ILSS, mais faites bien attention à ce que je dis. Pour ce qui est de l'ILS, donc c'est un outil de mesure, un outil d'évaluation standardisé, valide et fiable. Ça mesure vraiment les compétences de la personne à réaliser ses AVQ et ses AVD. Donc, il y a 5 sous-échelles. Nous, on s'est concentré sur les 5 activités que je vous avais montrées plus tôt. Donc, celles en gras. Donc, gestion financière, gestion du domicile et des transports, santé et sécurité. Dans l'ILS, les questions ou les items, il y en avait 3 types. C'était soit de démontrer des capacités de résolution de problèmes, démontrer des compétences, démontrer des connaissances ou performer une tâche. Je vais vous en montrer un exemple, ce ne sera pas très long. Puis, il existait des valeurs seuils standardisées. Donc, dépendamment du score de la personne, elle pouvait être soit catégorisée comme étant autonome, semi-autonome ou dépendante dans la réalisation de ses AVQ et AVD. Donc, ça, c'est un exemple de l'ILS. Si on regarde la question 2, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la sécurité du revenu? Donc, le bien-être social, c'est vraiment une question de connaissance. La question 4, je voudrais que vous me comptiez 1,39 avec cette monnaie. Donc, on donne la monnaie au client, puis il doit performer la tâche devant nous. Puis, on a la question 6. Supposons que vous achetez une douzaine d'œufs à 1,19. Si vous donnez 5 $ à la caissière, combien de change
vous redonnera-t-elle? Donc oui, c'est une question de performer une tâche, mais il y a également des capacités de résolution de problèmes qui sont demandées dans cette question-là. Pour ce qui est de notre deuxième instrument de mesure, on parle de l'ILSS. C'est un outil qui est sous la forme d'un questionnaire. Lui, ce qu'il vient chercher comme information, c'est vraiment la représentation que la personne a là de son adaptation à la communauté. Par adaptation à la communauté, les auteurs parlent des capacités à réaliser des tâches pour mener une vie satisfaisante et indépendante, donc l'autonomie, en d'autres termes. Il y avait 12 sous-échelles. Encore une fois, on s'est concentré sur celles qui sont en gras. Donc, on parle d'entretien ménager, d'entreposage et préparation des aliments, la santé, la gestion financière et le transport. L'outil, comment il fonctionne? C'est vraiment une liste d'activités où la personne doit dire si elle a fait telle activité ou non dans les 30 derniers jours. Donc, le fonctionnement est assez simple. On l'a administré non seulement aux participants, donc à la personne atteinte, mais également une version pour le proche. Comme il n'existait pas de valeur seuil, comme avec le ILS, on les a établis en s'inspirant du ILS. Donc, on parle d'un pourcentage de un niveau d'autonomie. Si la personne réalisait 75 % et plus de la tâche demandée, on la considérait comme autonome. En bas de 25 %, on la considérait comme dépendante. Et entre les deux, on parle d'un niveau d'autonomie semi-autonome. Donc, un autre exemple, mais ça, c'est le ILSS. Donc, on regarde rapidement. Durant les 30 derniers jours, avez-vous payé vous-même vos factures, fait vous-même vos retraits et dépôts à la banque, établi un budget? Donc, c'est des questions où la personne doit cocher ou non. Puis, comme je parlais un peu, comme j'ai mentionné tantôt, il y avait également une revue de dossier qui pouvait vraiment aller compléter l'information sur principalement les 3 activités que vous voyez là, gestion financière, gestion du domicile et gestion de la santé. Et plus concrètement, la question qu'on voulait répondre, c'est vraiment à savoir si la personne avait recours actuellement à de l'aide soit de la famille et de ressources externes pour réaliser ses AVQ et AVD. Donc, là, j'ai parlé beaucoup, mais je veux juste vous résumer pour que ça soit clair. On avait 4 sources d'informations, puis c'est ces 4 sources-là d'informations qui vont être présentées dans les résultats. Donc, on parle de l'ILS, qui est administré aux participants, donc aux personnes atteintes. L'ILSS, qui est un peu plus sur la perception de la personne. Donc, on parle une version administrée aux participants, une version administrée aux proches. J'ai mis un ILSSP pour le proche. Puis, l'information de la revue de dossier qui est à savoir si la personne recevait actuellement du soutien extérieur. Donc, maintenant, je vous présente les résultats selon nos 5 catégories d'activités. Pour ce qui est de la gestion financière, selon l'ILS, on voit qu'il y a 70 % des participants qui étaient dépendants dans la réalisation de cette activité. Quand je parle de gestion financière, je parle d'activités telles que faire son budget, faire des transactions financières, faire des calculs justement pour ce genre de tâches. Pour ce qui est de l'ILSS, les résultats sont un peu plus partagés. Puis, au niveau du ILSS administré aux proches, on s'aperçoit que ceux-ci ont tendance à juger plus favorablement de l'autonomie de la personne. Il existe, dans le fond, on s'aperçoit qu'il y a une bonne variabilité dans ces résultats-là. Je vais vous en reparler plus tard dans la discussion. Je vais vous proposer des hypothèses explicatives, justement, de ce phénomène de variabilité. Mais malgré tout, il y a quand même 80 % des participants qui avaient recours à de l'aide de leur famille pour réaliser leurs activités liées aux finances. Pour ce qui est de la gestion résidentielle et le transport, malheureusement, on n'avait pas d'informations pour le ILSS puis proche, ni pour les dossiers. Mais les gens sont généralement semi-autonomes. On parle d'activités telles que faire des réparations dans la maison, utiliser le transport, utiliser le téléphone. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'ILS, c'est un peu plus dur d'aller mesurer concrètement si la personne était capable, par exemple, de faire des réparations. Donc, c'était plutôt des questions à savoir si la personne savait quoi faire en cas de besoin. Donc, c'est important de le savoir. Mais en général, les participants étaient semi-autonomes pour cette activité. Pour ce qui est de la santé et sécurité, en fait, de nos 5 activités, c'est celle où on voit le plus haut niveau d'autonomie par nos participants, même s'il y a quand même 20 à 40 % qui sont dépendants. Puis, on a 80 % qui reçoivent de l'aide de leur famille. On peut supposer que c'est parce que ces jeunes-là ont appris tôt à s'occuper de leur santé. Pour ce qui est de l'entretien ménager, malheureusement, on n'a pas de données pour l'ILS, mais on voit que pour l'ILSS, si on additionne le 70 et le 20 %, on a 90 % de nos participants qui avaient des difficultés, disons, à réaliser ces activités. Puis, en plus, on avait 60 % de ces gens-là qui avaient de recours à de l'aide de leur famille et 20 % qui avaient recours à de l'aide de leur famille puis à de l'aide extérieure pour faire de l'entretien ménager.
Puis on parle d'activités telles que de l'époussetage, faire son lit, passer le balai, l'aspirateur. Pour ce qui est de l'entreposage et la préparation des aliments, donc notre dernière activité, on a encore une fois, en moyenne, une participation, des résultats des participants à semi-autonomes, puis encore une fois, le même niveau de recours à de l'aide, donc 60 % de l'aide de la famille, puis 20 % de l'aide de la famille plus de ressources externes. Puis on parle d'activités telles que choisir ses aliments, faire l'épicerie, faire la vaisselle, préparer un repas. Maintenant, si on met ensemble nos 5 catégories d'activités, ce qu'on s'aperçoit, globalement, c'est que selon l'ILS, les gens seraient soit semi-autonomes, soit dépendants, tandis que pour l'ILSS, les participants seraient soit semi-autonomes, soit autonomes. Donc, encore une fois, la même variabilité qu'on voyait avec la gestion financière se retrouve dans le total des évaluations. Et malgré tout, on a 80 % des participants qui ont recours à de l'aide de la famille ou de la famille ou de la famille plus des ressources extérieures pour accomplir leurs activités. Donc, compte tenu des résultats de l'évaluation, puis le fait qu'il y avait toujours quand même un bon pourcentage de recours à de l'aide extérieure, on peut supposer que nos participants étaient semi-autonomes. Donc, ils ont besoin d'assistance pour réaliser leurs activités, même si cette assistance-là peut être limitée. Il y avait des variations dans les résultats. Donc, ce qu'on peut supposer, c'est qu'entre l'ILS puis l'ILSS, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ILS demandait vraiment des capacités où il fallait performer une tâche, donc des capacités d'habileté cognitive, puis c'est aussi selon le jugement de l'évaluateur, tandis que l'ILSS, c'était vraiment la perception de la personne elle-même. Donc, ça peut expliquer la différence dans les résultats. On avait aussi une variation entre les participants et les proches, parce que les proches avaient tendance à juger plus favorablement de l'autonomie que les personnes elles-mêmes. Ce qu'on peut supposer, c'est que les proches avaient peut-être de la difficulté à juger de l'autonomie des proches qui étaient peut-être conciliants, ou ça peut être aussi une question de désirabilité sociale, donc vouloir faire bien paraître le proche atteint. Puis, pour ce qui est de la discussion, c'est important de nommer que les résultats qu'on a obtenus avec nos 10 participants correspondaient à la revue de dossier qui avait été faite plus tôt par Cynthia Gagnon, quand je parlais du programme de recherche. Donc, qu'est-ce que ça implique tout ça, ces nouvelles informations-là? Ce qu'il faut savoir, c'est que nos participants sont semi-autonomes, donc ils ont des difficultés ou des besoins dans la réalisation de leurs AVQ-AVD. Ce n'est pas une population qui est considérée comme ayant un diagnostic de déficience intellectuelle. Donc, actuellement, ils ne reçoivent pas de service de CRDI, par exemple. Étant donné le manque de connaissances sur leur profil, le manque de connaissances sur leurs incapacités, ils ne reçoivent pas tout ce qui est de la catégorie de services de maintien à domicile, puis c'est vraiment ça qu'on doit aller regarder ou changer, possiblement. D'où l'importance de la transition des services pédiatriques vers les services adultes. C'est important de les accompagner là-dedans. L'importance de soutenir les proches, parce qu'on a vu très clairement que les proches sont grandement impliqués dans l'autonomie des personnes atteintes. Donc, c'est super important de les accompagner et de leur offrir un suivi pour éviter l'épuisement. Important à long terme aussi de mettre en place des interventions précoces pour développer l'autonomie et maintenir les habiletés présentes, dans la réalisation des AVQ-AVD. Il y a plusieurs pistes d'intervention à explorer. On n'est pas rendu là, mais c'est ce qu'on vise avec ce programme de recherche. Possiblement des interventions sur le maintien des fonctions cognitives, des activités de groupe pour avoir de l'information ou plus d'informations sur comment référer ou à quel service référer, par exemple des services d'entretien ménager. Donc, en conclusion, on avait quelques limites dans l'étude. Oui, c'était une étude exploratoire, donc on avait uniquement 10 participants. Donc, il faut avoir une certaine prudence dans l'interprétation des résultats. Également, le fait qu'on n'avait pas de valeur seuil pour l'ILSS. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on parlait d'un taux de pourcentage de réalisation de l'activité. Donc, 75 % et plus, c'était autonome. En bas de 25 % c'était dépendant. Mais ça fait en sorte qu'on avait une grande fenêtre pour ce qui est de la catégorie semi-autonome. Donc, on parle de 25 à 74 %. Donc, ça, c'était une autre limite. Puis, le fait que nos 2 outils d'évaluation n'évaluaient pas nécessairement les mêmes catégories d'activités. Donc, vous vous rappelez, des fois, il y avait des non applicables, on manquait d'informations sur certaines activités. Donc, ça, c'était nos limites pour l'étude. Mais ça l'amène au fait que faut, idéalement, ce serait important à long terme de faire une autre étude ou d'aller voir ces résultats-là avec plus de détails, un plus grand échantillon. Par exemple, aller voir les différences de perception, c'est aller explorer c'était quoi les causes vraiment, parce que là, on a juste émis des hypothèses, mais avoir la vraie réponse, ce serait plus intéressant.
j'ai dit besoin d'approfondir les résultats avec une plan de cohorte, puis aller détailler justement les liens entre la cognition et la réalisation des AVQ-AVD pour justement savoir quelles interventions offrir, non seulement en ergothérapie, mais dans tous les autres services, dans les soins de santé pour le maintien à domicile. Puis, en fait, moi, je poursuis l'année prochaine avec une maîtrise en recherche en sciences de la santé. Puis, idéalement, ce serait mon projet de faire cette même étude, mais avec un plus grand échantillon, puis avoir plus d'informations. Puis, j'espère pouvoir vous offrir des résultats concrets dans les prochaines années. Merci de m'avoir écouté. Parfait, je suis dans mon temps. Good. Si vous avez des questions... Ah, puis je ne l'ai pas dit, j'aimerais vraiment remercier tous les co-auteurs avec moi. Là, c'est vraiment Marjolaine et Isabelle Côté, Benjamin et Cynthia. Merci. C'est parfait. Merci.